Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Caro, je suis designer industriel. Je suis aujourd'hui devant vous pour vous parler de mon parcours. Donc l'idée c'est de vous montrer un parcours pas idéal, mais un des parcours possibles d'un étudiant de bac à la fin des études, donc master. Donc voilà, je vais expliquer le déroulé de ma présentation. Mais avant tout, je voulais vous parler de ma vision du design. Donc là, ce que vous voyez, c'est une des citations que j'ai mis dans mon book, mon portfolio. Donc en fait, pour moi, le design, c'est pas simplement un outil de séduction, c'est pas un outil qui est simplement distant pour faire de belles choses, mais c'est surtout un outil de créativité et d'innovation centré sur l'humain et de manière plus récente sur la stratégie d'entreprise. Pardon. Un petit peu comme c'est le cas chez Apple, où le pôle design a beaucoup plus de pouvoir dans la prise de décision et dans la stratégie d'entreprise que les autres pôles. Donc ça va se passer en 5 parties. Dans la première partie, je vais vous parler de mes débuts dans le milieu des arts appliqués, donc de mon entrée en bac, un petit peu comme vous actuellement. Dans un second temps, je vais vous parler de ma reprise d'études en fait, après un certain nombre d'activités étudiantes. Et je vais en profiter pour placer à chaque fois un projet représentatif du niveau d'études correspondant. Donc là, en l'occurrence, ça sera un niveau licence. Dans la troisième partie, je vous parlerai d'une bourde isotherme non pas à partir de laquelle je suis créateur, mais j'ai trouvé des solutions techniques en tant qu'entrepreneur. Dans un quatrième temps, je parle de mon projet de fin d'études que j'ai terminé en juin 2015. Qui est toujours d'actualité parce que j'ai l'intention de faire développer. Et enfin, on ouvrira donc sur un débat, les questions, si vous avez d'éventuelles questions, et de la même manière, ça ne me pose pas de souci si vous souhaitez vous poser des questions pendant que je présente, vous levez la main, puis on essaiera de faire passer le micro, vous pourrez régler un petit peu la voix. Donc, première partie, découverte des arts appliqués, et le produit, niveau bac, et BTS. Donc, j'ai commencé au milieu des arts appliqués en 2002 au lycée Charpentier à Orléans, donc dans la section équivalente à la vôtre, qui a un petit peu évolué depuis. Donc j'ai fait seconde, première, terminale. Et durant ces 3 années, on a eu un enseignement qui nous a permis de nous sensibiliser aux 3 disciplines majeures de l'art dans l'histoire, donc des arts appliqués. Donc l'architecture, dans un premier temps, la peinture et la sculpture. Et pour moi, ce sont 3 disciplines fondamentales qui aujourd'hui peuvent être comparées aux disciplines du design de produits, du graphisme et du design d'espace. Durant ces 3 années de bac, on nous a appris à maîtriser le dessin parce que c'est pas une finalité en soi le dessin, mais c'est un outil qui permet de s'exprimer et de faire comprendre visuellement et de manière plus agréable que du texte des informations ou un concept qu'on imagine. Donc vous avez quelques extraits des dessins de l'époque. Donc comme je le disais, pour moi, j'aurais tendance à faire un rapprochement entre l'architecture, le design d'espace, la peinture, le design graphique, et le design produit, un peu comme la sculpture. Donc en fin de compte, dans la dernière partie de ce bac, on nous a sensibilisé à ces 3 disciplines majeures, de manière à pouvoir nous aider à nous orienter à la suite du bac. Moi, personnellement, j'ai choisi le produit. Donc, j'ai continué mon parcours dans le lycée Camille Claudel de Blois, en BTS Design de produits, de 2005 à 2007, en compagnie d'un professeur qui s'appelle Jérôme Gaucher, qui est connu aussi par certains de nos professeurs. Et durant ce BTS, on a commencé à nous apprendre l'approche du design industriel, donc les procédés de fabrication, les matériaux, comment concevoir un objet, c'est-à-dire partir d'une idée, d'un concept à quelque chose de plus concret. Donc là, je vous ai mis un extrait de planche qui à l'époque était sur un format raisin. Donc on nous demandait de travailler directement sur ce format sans préalable. Et l'idée là, par exemple, c'était juste d'illustrer. À l'époque, vous avez fait travailler sur un sujet du dosage. Donc moi, j'avais choisi de travailler sur le dosage de la poudre chocolatée le matin. Et j'avais proposé un petit appareil qui permet de distribuer avec une molette qu'on retourne au-dessus sur le bol de lait ou de sa tartine pour distribuer le chocolat. Au cours de ce BTS, en 2e année, on a eu un stage à faire. Donc, me concernant, j'ai été
pris en stage chez Zefal, c'est une entreprise qui se trouve pas très loin d'ici, à Jargeau, je ne sais pas si ça vous parle, qui est spécialisée dans la conception d'accessoires pour vélo. Donc ça va partir de la pompe à vélo, la gourde, l'éclairage, enfin tout ce qui peut être périphérique au cadre du vélo. C'était extrêmement intéressant parce que c'est une entreprise où il y avait à la fois le bureau d'études, donc le siège social, le bureau d'études, le contrôle qualité, mais surtout aussi l'usine. Et j'appuie un petit peu sur ce point-là parce qu'en tant que designer, on a amené à savoir comment fabriquer les produits et surtout à comprendre quel impact nos choix de créateurs auront sur la faisabilité et sur les personnes aussi qui vont être amenées à travailler dessus. Donc là, en fait, on a une photo exemple de la chaîne de fabrication des gourdes. En fait, c'est ce qu'on appelle de l'extrusion gonflage. Donc en fait, c'est du plastique qui est préformé et ensuite gonflé dans un moule pour obtenir cette forme. Donc comme je vous disais, c'est aussi intéressant parce que j'ai pu me rendre compte de moi-même l'importance de nos choix sur, par exemple, les opérateurs d'assemblage. Donc là, on a une photo qui montre une personne en train d'assembler les joints d'étanchéité et les bouchons sur les pilons de la marque. Et donc chaque design qu'on va faire, chaque forme qu'on va prévoir, ça sera autant de travail répercuté pour ces personnes. Donc c'est aussi des paramètres à prendre en compte. À l'issue de ce BTS, j'avais commencé une année d'études dans l'école internationale de design de Toulon. Et à l'issue de cette première année, j'ai décidé d'arrêter parce que je n'y trouvais pas mon compte et je me suis lancé dans ma vie active. Pendant près d'un an et demi, j'ai été infographiste dans une boîte qui s'appelle Fonciaplex et qui se trouve à Chessy et qui est spécialisée dans les fermetures pour bâtiments, donc volets, portails, etc. Et mon rôle, c'était de travailler sur les documentations techniques, le catalogue de produits, etc., etc. Si je vous parle de ça, c'est parce que pour la première fois, j'ai pu exploiter mes compétences, pas proprement de designer, mais en rapport avec le design, dans un métier réel et pas simplement un stage. Donc j'ai commencé à apprendre et à vivre parce que c'était le travail dans le bureau d'études, c'était extrêmement enrichissant parce qu'il y avait des ingénieurs, des techniciens, et le fait d'être avec ces personnes-là, ça permet de mieux comprendre la manière dont on développe un projet. J'ai également fait des petits boulots. J'ai été magasinier chez Amazon pendant 5 mois. Je tenais à citer cet exemple simplement parce que on se rend compte aussi, à travers cette expérience, du changement radical qu'il y a dans notre société vis-à-vis du commerce du produit. Donc c'est aussi la finalité de notre jeu en général, d'être vendu et des nouvelles manières de distribuer. Et ça peut aussi avoir un impact sur la création des produits tout en amont. C'est des choses qui sont à prendre en considération. J'ai également été animateur en vente de consoles de jeux dans un magasin de nouvelles technologies. Ça c'était intéressant parce que ça m'a permis de comprendre l'importance du verbe et de la communication verbale avec les individus qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, qu'il faut convaincre, à qui il faut expliquer de manière concise possible un projet ou une idée ou un produit. En l'occurrence là c'était une console de jeu. Donc c'était une expérience extrêmement intéressante et aussi enrichissante dans mon parcours. J'ai également été livreur et je souligne aussi cette expérience parce que ça m'a appris à mon compte de l'importance de l'organisation dans la manière de travailler. Parce que quand le matin on part à 4h du mat et qu'on rentre le soir à 21h, sans avoir fait de pause de midi, on a compris qu'il y avait un moment où il fallait s'organiser pour faire son travail. Et c'est quelque chose qui a un impact aussi sur la manière d'organiser dans les projets en design de manière à être plus efficace. Donc, il y a eu un certain temps où je n'ai pas été dans le milieu du design en 2010, j'ai participé à un concours avec un ami à moi lancé par Decotex, une marque de salle de bain, une petite salle de bain haut de gamme, qui avait lancé un concours sur le thème du meuble vasque petit et élégant. Et donc on a produit cette idée, donc c'est un petit meuble vasque qui contient une partie basse qui peut s'ouvrir, un endroit, une sorte d'alcôve où vous pouvez suspendre votre serviette et mettre une savonnette, et la robinetterie. On a eu la chance de gagner ce concours et de voir notre maquette, le prototype de notre proposition réalisée à l'échelle 1, et être exposé au salon du Aubin à Paris, porte de Versailles en 2010. Donc c'était pour moi extrêmement intéressant parce que ça m'a permis d'ouvrir le pied à l'étrier avec quelques années sans design, de comprendre qu'il y avait un potentiel exploité et que je ferais bien de peut-être reprendre mes études. Donc maintenant je vais vous parler justement de cette phase où je suis retourné vers les études.
Et je vais en profiter pour vous parler d'un projet que j'ai réalisé dans le cadre de mon apprentissage, parce que j'ai réalisé la deuxième partie de mes études et intégralement en apprentissage. Avant ça, je voudrais faire une parenthèse, parce que avant de reprendre mes études, j'ai fait une formation sur le logiciel SweetWorks. Alors, je ne suis pas là pour faire la pub pour ce système ou autre, mais je trouve que c'est important de parler de ça, parce que pendant 4 mois, on m'a appris à utiliser ce logiciel qui est à la base un logiciel de conception système ordinateur, qui est surtout utilisé par les ingénieurs, mécaniciens ou autres, mais qui est intéressant parce qu'il est relativement simple à aborder quand on a des bases de technologie et de procédés de fabrication, et qui permet de dialoguer plus facilement avec des fabricants ou avec des ingénieurs qui vont être amenés à travailler sur la concrétisation de votre projet une fois que vous, en tant que designer, vous les avez amenés au bout. Donc c'est important parce que ça m'a permis, un, de maîtriser le logiciel, et deux, de savoir comment dialoguer avec des personnes dont l'environnement de travail n'est pas le même que le nôtre, et avec qui on doit se comprendre pour réaliser correctement les projets. Et si c'est très technique, on peut aussi réaliser ce genre de modélisation. Donc là, en fait, c'est la première modélisation que j'ai fait suite à ma formation. Donc c'est un simple casque d'écoute musicale que j'ai fait pour le plaisir. Et c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment faire de tout, aussi bien de la mécanique que du design pur. Donc pour revenir sur la reprise des études, j'ai repris mes études en 2012 à l'école de design de Nantes, et en partenariat avec l'Institut universitaire technologique de Nantes, parce qu'il s'agissait de la licence pro design des matériaux et modélisation qui se faisait en partenariat entre les deux établissements. Donc c'était extrêmement intéressant parce que d'un côté, avec l'école de design, on avait l'apport de la culture design, de tout ce qui était en lien purement avec la symbolique du design et l'aspect créatif. Et en même temps, on avait accès à l'atelier de l'UUT, où on avait tout l'enseignement technique qui nous permettait de comprendre comment rencontrer les produits qu'on imaginait. Et c'était extrêmement bien parce qu'ils avaient un atelier très grand, avec des machines conséquentes. On s'amusait à couper d'aluminium, on a fait de l'impression 3D, on a fait de l'injection plastique. Donc le fait de pouvoir voir en temps réel et en live la manière dont fonctionnent ces machines, c'est un plus parce que ça nous permet nous aussi en tant que designer de mieux comprendre la complexité d'adapter certaines formes ou certains produits qu'on a imaginés. Pendant cette licence, comme je disais, j'étais en apprentissage et j'étais dans une boîte de Lille, plus précisément au B, qui s'appelle Trato TLB. Donc c'est un groupe. Trato, c'est une marque qui est spécialisée dans l'éclairage sur mesure. Donc par exemple pour faire produire des éclairages pour des magasins de luxe ou pour des grandes surfaces. Là par exemple, vous voyez une partie de l'intérieur de l'aérogare de Roissy qui a été équipée par cette entreprise. Et TLB qui produit du mobilier hospitalier. Essentiellement, et en fait les deux marques ont un bureau d'études commun et utilisent leur expérience commune et leur expertise commune pour s'entraider. Me concernant, j'ai essentiellement travaillé pour la partie mobilier hospitalier, et je vais vous parler maintenant donc, de mon projet, le premier projet que j'ai créé qui est rentré en production de grande série. Donc l'idée en fait c'est mon responsable est venu vers moi et il m'a dit voilà, on a besoin de créer un spot, une lampe de lecture, d'appoint qui pourrait être utilisé par les patients quand ils sont dans leur lit, de manière à rendre plus confortable s'ils ont besoin par exemple de lire un document ou simplement d'avoir une lumière d'appoint le temps de trouver quelque chose qu'ils auraient fait tomber par terre, sans vraiment avoir besoin d'allumer la lumière intégrale de la chambre et éventuellement déranger les voisins si l'entendent. Donc j'avais quelques contraintes pour ça, déjà budgétaires et techniques, puisque j'ai travaillé en collaboration avec un ingénieur immobilier qui a choisi un spot lumineux en fonction de caractéristiques qui avaient été définies. Ce spot, c'est celui que vous pouvez voir à l'écran. Et mon travail était de construire la partie préhensible de la lampe autour de ce spot. Donc j'avais un flexible en fait qui vient se fixer derrière le patient en fait, quand il est alité, qui se fixe sur les gaines techniques où passe les câbles, le gaz qui permet au personnel soignant de travailler. Donc j'ai fait une première phase de recherche où mon responsable m'a appris une donnée extrêmement importante dans la conception de mobilier hospitalier et de tout mobilier ou produit qui est en rapport avec des normes d'hygiène extrêmement importantes, comme dans l'agroalimentaire par exemple. Il m'a expliqué la notion d'asepsie. L'asepsie, c'est le fait de toujours garder à l'esprit quand on conçoit un produit qui va être destiné à un univers où il y a des nettoyages et une hygiène permanente. Donc il faut que ce soit facilement nettoyable avec des surfaces lisses, le moindre point possible. Et un accès donc facile au nettoyage pour que ce soit le plus rapide possible entre deux opérations ou entre deux patients.
là, vous avez quelques profils de recherche, et l'autre contrainte que j'avais, c'était de faire un profil de résolution. C'est-à-dire que vous avez un profil avec un axe de symétrie, et vous faites tourner ce profil à 360 degrés pour obtenir une forme complète. Donc après avoir produit plusieurs recherches, mon responsable a choisi les 4 qui lui semblaient les plus pertinentes. Vous pouvez voir ici modélisé en 3D. Et ensuite, on a réfléchi ensemble sur la faisabilité en lien avec les contraintes de coût de fabrication et d'ergonomie. Et moi, si j'aurais eu tendance à retenir le dernier modèle que vous voyez là, de par la forme un peu de citron de son corps pour une prise en main meilleure, c'est finalement l'autre ici qui a été retenu. Simplement pour des contraintes en lien avec les coûts de fabrication, parce que c'était la forme qui présentait le meilleur coût, ergonomie, poids et refroidissement. Donc là vous avez à l'image à gauche l'image de synthèse qui avait été faite avant tout prototypage, et à droite le prototype qui est le premier prototype qu'on a sorti. Et j'étais assez content parce que c'était, comme je vous disais, le premier produit que j'avais fait et qui avait été industrialisé en échelle. Aujourd'hui on a ce produit qui est décliné dans plusieurs système de fixation, soit au mur, soit sur une base, et avec différentes couleurs. Aujourd'hui, on a plus de 300 lampes qui ont été installées dans différents hôpitaux et cliniques. À présent, je vais vous parler donc du fait que j'ai, pour parler de cette étude en licence, ouvert une auto-entreprise, et je vais vous parler du projet le plus intéressant que j'ai fait à ce moment-là. Donc, j'ai ouvert cette auto-entreprise en mars 2012. Principalement pour travailler avec une entreprise qui s'appelle BV Promotion. Donc c'est en fait une entreprise qui est spécialisée dans la conception d'objets promotionnels sur mesure. Voilà. Sur mesure. Donc l'idée c'est que c'était à la base pas extrêmement intéressant parce qu'on avait à produire des objets qui, entre guillemets, ne savent pas énormément, ils n'ont pas un côté fonctionnel très prononcé. Donc là c'était une sorte de trophée qui avait été demandé par l'entreprise Century 21 pour récompenser ses meilleurs vendeurs les plus performants. Donc l'idée en fait c'était de pouvoir en remettre chaque année, et à la fin on peut créer un mur. C'est comme une brique en fait qui peut s'accumuler et former un mur à la fin. Mais surtout le projet qui était intéressant pour moi, c'est un projet que j'ai fait pour l'entreprise Running Fresh, une start-up qui est spécialisée dans... Enfin, c'est une personne en fait, c'est un passionné de course à pied qui a ouvert son entreprise parce qu'il avait une idée pour combler un besoin qu'il identifié en tant qu'usager. Donc en fait l'idée c'est qu'il est venu vers nous et il avait déjà commencé à travailler avec un designer qui ne savait pas plus se conduire correctement. Il m'a dit voilà, mon idée c'est de produire un objet, une gourde, qui puisse être utilisée par les coureurs, mais surtout qui puisse contenir le fait d'avoir des échanges thermiques entre la main, enfin l'extérieur et le bidon, puisque chaque coureur utilise des produits comme vous pouvez le voir sur l'image de droite. C'est un vrai produit Salomon, une petite réserve d'eau qui leur permet de boire tout en courant sans avoir besoin de s'arrêter et pas perdre le rythme de leur course. Mais lui, ce qui dérangeait, c'est qu'il voulait pouvoir garder sa boisson fraîche. Et donc le concept et les formes générales étaient déjà définies. Il est venu vers moi en me disant voilà, j'ai besoin de trouver une solution technique à un coût le plus faible possible parce que je ne veux pas dépasser mon coût de production pour avoir une isolation minimale et permettre de garder la température fraîche à l'intérieur de la bulle. Donc l'idée qui m'est venue la plus simple, c'était d'utiliser le principe du double vitrage. C'est que vous avez un isolant qui est clair, c'est un isolant qui coûte 0 € et qui permet de créer un mur thermique pour les échanges thermiques, comme c'est le cas pour les fenêtres de maison. Donc vous pouvez voir à droite le produit terminé et à gauche la gourde avec en coupe où vous voyez donc la partie en rouge qui correspond à la surface interne, donc qui est fabriquée en polyuréthane pour des raisons de contact alimentaire, donc d'hygiène, et la partie extérieure qui est en polypropylène pour des questions de coût, de solidité et d'aspect. Et en fait, c'est ce petit espace d'air qui vient entre la paroi interne et externe qui permet d'isoler thermiquement l'extérieur et l'intérieur. Donc vous avez là le modèle qui est en train de tourner sur le gradin. Et là, donc, quelques exemples de mise en situation. Donc la personne tient en permanence le produit dans sa main et il y a une bande velcro qui permet de régler la prise en main du produit et on peut s'en servir quand on rentre. Et enfin là, une déclinaison des différentes couleurs disponibles pour la chaîne produit.
À présent, je vais vous parler de mon projet de fin d'études, qui s'est articulé sur le musique dématérialisée et la tangibilité. En fait, l'idée, c'est que j'étais en master, donc à l'issue de ma licence, j'ai suivi dans la même école un master en apprentissage, donc c'est le master management du design et de l'innovation. Et pour le coup, on nous a demandé de monter un cran en termes de taille d'entreprise, donc on avait pour contrainte de trouver des entreprises d'envergure internationale, parce qu'aujourd'hui, toutes ces entreprises sont face à des contraintes d'innovation importantes. Donc, soit elles déploient des nouveaux services qui n'existaient pas, soit elles développent des services déjà existants en relation avec la création pour faire face aux nouvelles contraintes du marché qui nécessitent de faire de l'innovation en permanence pour rester compétitif. Avant de vous parler de mon projet de fin d'études, je voulais aussi vous dire rapidement dans quelle entreprise j'étais. Donc, j'ai été recruté par le service innovation du siège du courrier de la Poste à Paris, donc 14e arrondissement. Donc, la Poste, c'est 180 000 employés qui sont des facteurs. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un ingénieur produit fait à la Poste? Et c'est parfaitement en lien avec les contraintes, les changements d'époque qu'on est en train de vivre. C'est tout simplement que la Poste, c'est une entreprise dont l'activité historique est la distribution de courrier, la gestion du courrier, donc des flux papier et physiques matérialisés, qui chute, dont l'activité chute de 5 à 6% par an. C'est énorme parce que c'est l'activité historique du groupe et c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Donc ça les met dans une situation extrêmement délicate pour la survie de l'entreprise. Donc ils ont été obligés de proposer, de créer des pôles d'innovation de manière à trouver des idées de services. Donc c'est identifier des nouveaux besoins qui pourraient être intéressants pour le grand public, de manière à proposer des services derrière qui seraient monnayables afin de combler justement la chute de l'activité fourrier. Je ne pourrais pas vous montrer le projet pour ce travail-là, parce que j'ai été soumis à un contrainte de confidentialité et je n'ai pas le droit de vous montrer quoi que ce soit. Je suis désolé pour ça. Donc maintenant, je vais vous parler de mon projet de fin d'études. Donc c'est un projet qui s'est étalé, c'est le plus important que j'ai fait dans le domaine étudiant, et c'est un projet qui s'est étalé sur un an. Donc on avait un mémoire à réaliser en parallèle de ce projet, un mémoire de recherche qui était sur la thématique de projet. Moi j'ai choisi de travailler sur la musique dématérialisée et l'album de musique. En fait, quand on nous demande de commencer ce projet, il y a une dualité à mettre en place. Et moi, cette dualité, je l'ai trouvée vis-à-vis de ce sujet, simplement parce que je suis moi-même passionné de musique, de faire des coupes musicales, et je me suis rendu compte que beaucoup de passionnés de musique étaient un petit peu chagrinés de la disparition du support physique de l'album, avec les nouvelles méthodes de consommation et des coupes musicales, parce qu'ils n'avaient plus accès justement à l'objet qui est finalement une sorte d'objet rituel, sur lequel on peut retrouver la pochette, pardon, donc l'univers artistique de l'artiste, toutes les informations liées à l'enregistrement, la production, les musiques et le livret qui parfois étaient intéressants, et où on avait parfois des albums qui étaient des petites œuvres d'art en soi. Donc la disparition de cet objet, pour les plus passionnés, c'était un problème. Donc j'ai décidé de baser ma démarche de réflexion et de création sur cette observation. Donc il a fallu que je cerne bien ce que c'était en fait un album de musique et la nuance qu'il y avait entre la musique dématérialisée et l'album de musique en tant qu'objet tangible. Donc d'un côté, la musique dématérialisée, c'est simplement qu'on a utilisé les données musicales et on peut désormais les exploiter via toute mémoire numérique. Donc ça peut être les disques d'un ordinateur, votre clé USB, votre téléphone, tout ce qui est en capacité d'accueillir des données musicales numériques. En opposition, l'album de musique est composé d'un boîtier, d'un support d'enregistrement sur lequel on a des données musicales, donc l'équivalent de clé USB, d'un disque dur, des premières et dernières couvertures qui permettent d'identifier et de projeter le futur auditeur dans un univers artistique, et le livret qui donne un surplus d'informations sur la réalisation de l'album. Donc j'ai fait une étude et on nous a demandé de nous intéresser essentiellement aux usagers et avant toute phase de créativité ou de développement ou d'idéation. L'idée c'est vraiment d'aller sur le terrain et d'observer, de poser des questions à ceux qui sont les plus concernés. Donc j'ai été voir des amis, j'ai été voir des magasins spécialisés dans la région parisienne, où il y avait souvent des personnes qui faisaient des écoutes, des passionnés. Et j'ai très vite compris que finalement, ce qui leur manquait avec la disparition de cet objet physique, c'est l'aspect cérémonial. C'est-à-dire qu'il y avait tout un process qui faisait appel à l'imaginaire, qui stimule les sens. Au moment où on va choisir la pochette, par exemple du vinyle ou de l'album de CD, on va avoir une stimulation des sens, de la vue, du toucher, voire peut-être même de l'odorat en fonction de la création
de l'album. Et son nom va venir le mettre sur la platine, fournir un effort, le déposer. Et c'est encore plus vrai avec un vinyle, puisque contrairement à tous les autres supports, on ne peut pas zapper des musiques à l'autre facilement, donc j'ai soulevé, déplacé la tête de lecture. Donc il y a comme une forme de respect supplémentaire de l'écoute musicale, et pas simplement on écoute de la musique en arrière-plan, ou pendant qu'on fait ses devoirs, ou on fait la cuisine ou le ménage. C'est vraiment, on est dans une écoute analytique. Donc j'ai réalisé une série de questionnaires que j'ai diffusés via 2 canaux différents. Le premier, c'était un canal plutôt grand public, puisque j'ai diffusé ces questions par le biais de Facebook. J'avais plutôt des contacts qui étaient assez jeunes. Et l'autre canal de distribution de ce fameux questionnaire a été diffusé sur le site d'une association spécialisée dans la haute fidélité audio et le cinéma, donc que des passionnés. Et j'ai récolté environ 300 témoignages, et après avoir résumé donc, toutes les réponses que j'ai eues, et les analyser, les mettre en relation et faire des déductions, j'ai compris que d'un côté on avait un public qui était plutôt jeune et qui cherchait plutôt l'aspect pratique, l'écoute en mobilité, la facilité d'accès à la musique. Donc on va utiliser des produits comme vous pouvez voir sur l'image de gauche qui sont plus fun, plus faciles à transporter et faciles. On cherche la facilité. De l'autre côté, on a un public extrêmement différent parce que vous voyez l'installation, c'est l'installation typique de ce qu'on appelle un audiophile, donc c'est des personnes qui font des écoutes analytiques de musique. Donc vous avez 2 grosses enceintes, un ampli, un lecteur, tout ça, ça prend de la place. Et ça demande un effort supplémentaire et on a une vraie activité. On n'est pas juste dans une activité pour combler une autre activité principale. Et je me suis rendu compte que ces personnes favorisaient la qualité et le respect de l'œuvre. Ils étaient sur une écoute sédentaire alors que l'autre public était plus sur une écoute mobile. Et qui avait un aspect sur mesure, parce que c'est des personnes qui sont très fortes techniquement et qui aiment choisir chaque élément de leur chaîne-fille pour personnaliser le son en fonction de leur goût. Donc à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je m'oriente sur ce type de public, parce que c'était le seul qui était apte, qui avait la volonté surtout de dépenser de l'argent pour combler ce manque de tangibilité pendant l'écoute. Donc je me suis vite retrouvé sur un marché de niche. Donc j'ai généré une problématique, après avoir observé, fait mon analyse et fait ces déductions, et cette problématique est la suivante. Comment, en tant que designer produit, pouvais-je proposer une interface tangible, informative et onirique aux éditeurs passionnés et usagers de musique dématérialisée, donc les audiophiles dont je parlais. J'ai mis en surbrillance les mots tangibles, informative et onirique parce que c'est les 3 mots-clés qui sont importants dans la suite du projet. Donc je me suis intéressé un peu plus près à ce qui coûtait ce type d'auditeur, les audiophiles, type de musique et à la manière dont ils faisaient. Donc là, il y a un petit côté caricature dans mon dessin, mais en gros, on est surtout sur un public qui écoute beaucoup de musique classique et de jazz. C'est aussi des personnes qui vont à l'opéra et très souvent, ce sont des personnes qui ont des moyens élevés qui sont plutôt aisés. Donc ils n'hésitent pas à dépenser des milliers d'euros dans la constitution d'une chaîne-fille. Donc une chaîne-fille, ça fonctionne grossièrement de la manière suivante. Vous avez 3 maillons. Quand on parle d'une chaîne, on parle de maillons. Le premier, c'est la source. Donc on pourra parler par exemple d'une platine vinyle, d'un lecteur CD, d'un lecteur cassette, pour que ce soit plus proche de nous, un lecteur MP3. Après, il y a l'amplification, c'est-à-dire que le signal est envoyé à un ampli, dont en gros est d'augmenter le volume sonore, et de l'envoyer ensuite aux enceintes qui, elles, vont charger de la diffusion du son. Donc moi, il fallait que, à terme, j'ai un produit, et il fallait que je me place dans cette chaîne pour créer mon produit. Donc, assez logiquement, je me suis dirigé vers ce qu'on appelle la source musicale, donc celle qui contient les données audio. Et je me suis donc intéressé au marché actuel, donc comment il fonctionne, et aujourd'hui, la musique dématérialisée est utilisée et écoutée via des serveurs musicaux qui sont reliés à Internet et à votre serveur personnel si vous en avez un, ou à un cloud si vous en disposez un, et qui viennent donc prendre l'information musicale et la distribuer à la chaîne-fille depuis Internet ou à un distributeur. Donc, mon idée c'était de faire un produit qui prenait cette place-là. Sous quelle forme? À ce moment-là, je ne savais pas, mais je savais qu'il allait être à cette place. Je me suis rendu compte que depuis 30 ou 40 ans, je pense que vous avez déjà pu voir ça chez dans votre famille ou des amis, ou même chez vous, des amplis ou des lecteurs CD, donc on a des boîtes en métal, une ergonomie qui n'a pas changé depuis plus de 40 ans, et donc des dispositifs assez simples dont l'ergonomie n'est pas spécialement adaptée et recherchée pour que ce soit possible.
Donc là, on a vraiment les modèles les plus répandus, les marques majeures du marché. Et on a aussi quelques marques qui se sont un peu différenciées en proposant des produits qui ergonomiquement, esthétiquement étaient plus aboutis, comme c'est le cas ici, donc avec des interfaces un peu plus agréables à utiliser. Là, on voit sur le bas de l'écran une forme de télécommande qui était inventée par Sonos, une marque de musique, pardon, de matériel audio. Et enfin, un des produits les plus aboutis qui est arrivé sur le marché au même moment où moi j'ai développé mon concept, c'est la marque Bang & Olufsen. En fait, c'est une marque qui existe depuis environ une soixantaine d'années et qui est spécialisée dans la création de produits dédiés à l'univers de l'écoute musicale qualitative. C'est vraiment du très haut de gamme et on retrouve ça chez des gens qui ont des villas ou des très grosses maisons et qui se posent pas la question du prix. Donc en fait, le fonctionnement, c'est que vous avez une base avec une tablette dessus qui permet de naviguer dans votre collection musicale. Donc c'est un objet extrêmement bien fini, mais je trouve que je me suis rendu compte qu'il y avait possibilité d'aller pousser le concept encore plus loin. Donc je me suis intéressé de près à la musique classique, comme je vous disais tout à l'heure. C'est les écoutes principales qui sont faites par le public visé. Et en fait, la musique classique a une particularité par rapport à toutes les autres formes de musique, c'est qu'on peut, en fait, on a souvent un compositeur qui va créer des œuvres majeures et toutes sortes d'interprètes. Donc chaque orchestre, par exemple de grande ville, Moscou, Vienne, Paris, va avoir sa propre interprétation du même œuvre en fonction du chef d'orchestre qui est utilisé et des musiciens qui produisent le son. Et les audiophiles, ils aiment beaucoup relever la différence de qualité, faire des écoutes analytiques entre les différents enregistrements d'une même œuvre. C'est leur dada, c'est leur passion. Et ils aiment aussi beaucoup en parler entre eux, partager leurs ressentiments, partager par exemple un album si ils se rendent compte que tel enregistrement d'une œuvre était plus qualitatif qu'un autre. C'est vraiment une petite communauté. Donc voilà le produit que j'ai proposé. C'est un pupitre numérique qui vient justement prendre la place de la source musicale et qui est constitué donc de 3 pièces principales. Vous avez donc le livret ici, le livret électronique, qui fonctionne un petit peu comme une tablette, quelque part plus évoluée, puisque c'est un écran fixe. Vous avez le trépied ici qu'on peut déplacer, et ici la base d'accueil, un petit peu comme un combiné téléphonique, sur lequel vous pouvez venir brancher votre dispositif pour le recharger et le connecter en filaire au reste de votre installation. Donc l'idée, c'était vraiment de proposer une interface homme-machine qui soit uniquement dédiée au métier de l'écoute musicale et à rien qu'à ça. Parce qu'on pourrait aussi très bien se dire, oui, mais pourquoi tu n'as pas simplement pris une tablette? Pourquoi il y a des solutions qui existent déjà sur le nombre d'applications multipliées par des tablettes? Mais en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir un objet qui soit dédié qu'à la musique, qu'on ne puisse pas être dérangé, parce que quand on a une tablette, on peut vite être amené à faire autre chose, regarder des vidéos sur YouTube, et être distrait, et avoir une ergonomie et une esthétique qui s'inclut parfaitement dans la logique de l'audiophilie. Donc là, vous avez une installation typique qui peut être possédée par un audiophile. Donc on a des enceintes d'assez grand format, un ampli, enfin toute l'électronique qui permet de gérer le son. Et l'idée, c'était d'intégrer mon produit justement en forme d'interface de contrôle de tout ça. Donc, l'idée, je vais revenir sur les termes onirisme. Donc l'onirisme, c'est tout ce qui est lié à la part de rêve, le côté imaginaire, la stimulation des sens et de l'envie d'écouter de la musique. On dit, tiens, aujourd'hui, je suis plus sûr à écouter ça, ou tel morceau de musique. Et donc, on va avoir cette volonté d'écouter de la musique. Donc l'idée, c'est que vous avez ce livret qui, quand le dispositif est éteint, qui est en position fermée, comme un livre classique. Et vous avez juste à glisser votre doigt sur la tranche du livret pour qu'il s'ouvre tout seul. Donc l'idée, c'était déjà de redonner l'aspect magique à la mise en place du rituel, donc ce livret qui va s'ouvrir un petit peu comme le club, et qui à la fin va permettre de contrôler directement la musique telle qu'on le désire. Je me suis aussi rendu compte que ça serait une excellente idée de pouvoir poser ce dispositif à portée de main de l'éditeur sans pouvoir encombrer ses mains. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on peut enlever le trépied et venir le poser à proximité de la zone d'écoute pour justement faciliter et avoir une ergonomie plus intéressante. Donc le livret est indépendant, on peut s'en servir aussi comme une forme de télécommande et donc contrôler la musique, naviguer dans ses collections musicales dans une logique qui a été à la base pensée pour la musique classique. Donc ce qu'on peut imaginer, on trouve sur la page de gauche toute l'interface de contrôle permettant de naviguer dans la collection. Donc vous pouvez choisir en premier temps le style musical, donc la version classique.
Là, typiquement, j'ai pris un auteur connu qui s'appelle Tchaïkovski, un compositeur connu, une de ses œuvres les plus connues de la Tessine, et ensuite vous pouvez choisir l'orchestre, c'est-à-dire l'interprète qui a interprété l'œuvre. Donc vous pouvez switcher d'un interprète à l'autre assez facilement, juste en déplaçant, en faisant glisser la dernière partie du menu. Et sur la page de droite, vous retrouvez donc la pochette. Vous pouvez accéder aussi aux informations en cliquant, en essayant d'aller plus loin dans l'interface. Et en haut, donc, ce qu'on appelle les labels. Les labels, c'est les entreprises, les éditeurs qui sont chargés d'enregistrer et de faire la promotion des morceaux. Donc chaque enregistrement d'une même œuvre, même au même moment ou par un orchestre identique, peut être complètement différent en fonction de l'ingénieur du son qui a capté l'enregistrement, et ça va avoir des conséquences justement au moment de l'écoute. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi switcher une même interprétation en fonction du label qui a été fait. Et enfin, pour conclure ce rituel, vous n'avez plus qu'à refermer le livre et le reposer sur sa base, auquel cas tout va se couper automatiquement et vous pouvez retourner à vos autres occupations. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, justement dans le fonctionnement de cette interface, j'ai continué mon observation et je me suis rendu compte que ces personnes ont trois comportements, trois postures d'écoute différentes. La première, ça va être celle où ils vont vouloir consulter le livret, avoir l'information sur le contenu de l'album, voir où est-ce qu'il a été produit, pourquoi on a choisi tel musicien et pas un autre. Donc les passionnés, c'est des informations qui les intéressent énormément parce qu'elles leur permettent de mieux comprendre les choix artistiques faits pour la conception de l'album. Dans un deuxième temps, il y a l'écoute plutôt concentrée sur la musique, une écoute analytique où on va chercher à faire les nuances, relever les petits détails sonores qui ne sont pas pareils. Donc on va vraiment être sur une écoute concentrée, une écoute savante. La dernière, c'est ce qui est souvent fait après plusieurs écoutes normales, où on va vouloir prendre des notes pour pouvoir ensuite les partager sur les forums web de la communauté audiophile et donner son avis, échanger avec les autres, justement stimuler toute cette petite communauté. Donc j'ai imaginé 4 modes de fonctionnement différents. Donc le premier dont je vous ai parlé, c'est le mode écoute, qui intègre aussi un mode comparaison, dont je vais parler tout de suite. Donc le mode comparaison, l'idée, ça serait de pouvoir switcher très facilement entre deux albums, de faire des retours ou des pauses entre la page de gauche qui représente une interprétation et celle de droite qui en représente une autre, de manière à pouvoir se rendre compte assez facilement et relever des nuances. Et il faut savoir aussi que le livret intègre un petit stylet qui se trouve dans la reliure derrière. Là, on ne va pas réussir à le voir, je crois, sur une image plus loin, on le verra probablement. Donc l'idée, c'est justement de pouvoir faire de la prise de notes directement sur le livret et de la partager directement sur les sites web sans avoir à recopier ce qu'on a pris en note sur un clavier, ce qui est un petit peu fastidieux. J'ai aussi prévu un mode musicien, simplement parce que quand j'ai interrogé les personnes qui étaient la cible de ce projet, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de 70% d'entre eux qui faisaient aussi de la composition musicale, que ce soit professionnel ou plus simplement amateur, et qui utilisaient l'archive comme outil de composition. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'intégrer à ce projet qui est finalement un support un petit peu vierge grâce à cet écran et dans lequel on peut intégrer tout ce qui peut être pertinent pour cette fonctionnalité. Donc l'idée, c'était justement d'intégrer les partitions ou de permettre d'avoir des partitions vierges sur lesquelles on viendrait écrire directement pendant qu'on se sert de la chaîne pour composer. Donc ça serait aussi l'idée de faire des partenariats avec des éditeurs de partitions en format numérique et de pouvoir les télécharger directement dans le livret puisqu'il est aussi doté d'une connexion Internet. J'ai aussi imaginé le mode de découverte et partage et achat, où là, du coup, l'idée, ça sera de faire des partenariats avec les services de musique dématérialisés, type iTunes, Deezer, SoundCloud ou autres qui sont plutôt connus, et donc de fournir un support sur lequel dans lequel on pourrait naviguer dans les différentes connexions musicales via Internet et télécharger les musiques qui nous intéressent sur notre propre serveur. Et enfin, le libretto. Pourquoi libretto? Parce que c'est le nom qui est donné au petit livret d'opéra qu'on remet quand on va à l'opéra. Et j'ai imaginé ce mode simplement parce que je me suis rendu compte qu'un bon pourcentage aussi des usagers que j'avais observés et étudiés étaient des grands consommateurs de musique d'opéra. Il faut savoir qu'un opéra peut durer jusqu'à 6 heures et qu'il est bien souvent dans une langue latine qu'on ne comprend pas forcément et que si c'est duré, c'est moins agréable parce qu'on a moins d'informations, on ne peut pas accéder aux traductions et c'est moins évident de comprendre ce qu'on voit ou ce qu'on écoute. Donc l'idée, ça serait justement de reprendre. En fait, il faut savoir que
le format livretto, c'est le nom d'un format du livret. C'est exactement celui que j'ai repris pour choisir la dimension de mon livret. Donc c'est grosso modo la taille d'un boîtier de DVD. Et donc voilà, l'idée, ça serait aussi de faire des partenariats avec différentes entreprises via des services dématérialisés où vous pourrez télécharger le livret qui correspond à l'œuvre majeure. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand vous téléchargez ces œuvres, vous les achetez sur des sites spécialisés. Dans le meilleur des cas, vous avez simplement un PDF, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait à côté de vous votre ordinateur portable pendant que vous écoutez la musique, donc c'est pas très confortable. Dans le moindre des cas, vous avez simplement la musique et débrouillez-vous avec ça. Donc voilà, maintenant, là vous avez sous les yeux la maquette qui a été conçue à l'issue de mon projet de fin d'études parce que j'ai eu la chance de pouvoir être financé par mon école et de faire fabriquer cette maquette par des spécialistes. Elle a été exposée l'année dernière dans des lieux à Nantes, plus récemment il y a à peu près 3 semaines à Dubaï où j'ai été invité à exposer mon objet dans le cadre d'une exposition d'objets innovants. Bientôt on va partir en itinérance avec l'Observatory Design dans toute la France. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et puis à présent on va pouvoir aborder des questions, ouvrir le débat si vous désirez en savoir.